Alors, l'intervention que je vais faire n'est pas sans lien, au moins indirect, disons, avec le fameux groupe sculpté que vous avez pu voir avant, puisque ce groupe sculpté, redécouvert au XVIe siècle, a été abondamment photographié, mais bien avant, il a été reproduit sous forme de gravures. Il y a un nombre considérable de gravures du Laocoon. Et quand on fait le bilan des œuvres les plus photographiées, le Laocoon arrive parmi les œuvres les plus photographiées. Alors, ça arrive derrière la Joconde. Je crois que la Joconde arrive... il y a des études statistiques, de sociologie de la diffusion qui le montrent. La Joconde est photographiée très, très, très abondamment. D'autres œuvres sont photographiées également abondamment. Mais le Laocoon, ce Laocoon qu'on avait tout à l'heure, et pour lequel on a eu le plaisir d'entendre la conférence de Marc, ce Laocoon fait partie des œuvres les plus reproduites depuis très très longtemps. Alors, le propos que je vais développer ici concerne la photographie uniquement, pas la gravure, mais la photographie des œuvres d'art depuis le XIXe siècle. Pourquoi ? Parce que dès le début de la photographie primitive, c'est-à-dire les années 1839 à 1870, les œuvres d'art de toute nature, sculpture, peinture aussi, on oublie très souvent, peinture en noir et blanc, beaucoup de photographies de peinture en noir et blanc, l'architecture arrive au premier plan aussi, avec la sculpture. Dès la photographie primitive, c'est-à-dire les années 1839, qui correspond à l'invention du daguerréotype. Le daguerréotype, bien sûr, la photographie commence avant, elle commence en 1826, grosso modo, même un petit peu avant, avec Niepce. Enfin, on ne peut pas considérer que c'est de la photographie en acte qui permet de reproduire on ne peut rien reproduire. D'ailleurs, même le daguerréotype est une plaque de métal unique inventée par Daguerre en 1839, et on a donc une épreuve unique, inversée d'ailleurs, et on ne peut rien reproduire. Donc ça commence vraiment, la reproduction des œuvres d'art, ça commence vraiment dans les années 1840-1850 avec le calotype, c'est-à-dire la photographie sur papier ciré, inventée par Fox Talbot, l'anglais Fox Talbot. Or, je reviens à mon propos du début, la photographie c'est tout de suite, et les photographes plus exactement, sont tout de suite précipités sur les œuvres d'art, si l'on peut dire. C'était leur sujet de prédilection. Et ils ont bien fait parce que c'est un sujet extrêmement compliqué. C'est probablement même le sujet photographique le plus compliqué de tous. Je le sais pour le pratiquer moi-même en photographie d'œuvres d'art, quelquefois. C'est vraiment un problème assez complexe que nous allons voir, mais je le simplifierai, n'ayez pas peur. Donc, les photographes primitifs voient dans la photographie, ils voient deux choses. Il y en a qui y voient un moyen mathématique, une rigoureuse mathématique de la lumière, comme le dit Baudelaire, notamment, une rigoureuse mathématique de la lumière. Ils pensent que photographier, c'est reproduire à l'identique, disons, avec le maximum de fidélité, disons, un objet extérieur. Par exemple, Charles Baudelaire, dans le poète écrivain bien connu, évidemment, au XIXe siècle, il écrit, en 1859, il dit qu'il faut que la photographie reste une écriture de la lumière. Elle doit être, dit-il, le secrétaire, le garde-note des gens qui ont besoin dans leur profession d'une absolue exactitude matérielle. Donc on imagine, etc. Je laisse la suite de la citation dans les curiosités esthétiques de 1857-59. Baudelaire donc pense, comme beaucoup d'autres, il n'est pas le seul, les photographes eux-mêmes pensent comme lui, souvent. Ils disent, mathématiquement, il n'y a pas plus fidèle que la reproduction photographique, parce que l'appareil photo est une technologie qui naît elle-même des mathématiques, bien entendu, et encore plus, tout autant aujourd'hui d'ailleurs qu'avant, mais encore plus aujourd'hui, et donc elle nous donne un reflet absolument fidèle des choses. Cependant, certains ont vu dans la photographie, ils y ont vu aussi un moyen d'exprimer poétiquement les œuvres d'art. Par exemple, Théophile Gautier, donc l'écrivain Théophile Gautier, au XIXe siècle, il fait un compte-rendu
d'un catalogue de peintures photographiées du peintre Paul Delaroche. Alors Paul Delaroche, c'est pas vraiment la peine d'insister sur Paul Delaroche, c'est pas un peintre majeur, hein, bon, sans faire de classement, mais enfin Paul Delaroche, c'est un peintre que vous trouvez un peu partout dans le livre d'art, mais enfin c'est pas une œuvre majeure. Et Théophile Gautier, donc l'écrivain, qui est critique d'art, bien sûr, écrivain, critique d'art, et photographe ses œuvres. Souvent, les écrivains sont photographes en même temps. Il dit, eh bien finalement, les tableaux de Paul Delaroche sont des tableaux médiocres, mais grâce à la photographie, ils apparaissent comme de beaux tableaux. C'est-à-dire en fait, il envoie une vacherie, si vous voulez, à Paul Delaroche. Il fait un éloge dans un article, bon, j'ai tous les détails si ça vous intéresse, mais il fait un éloge de Paul Delaroche, en fait, en lui envoyant une vacherie en pleine figure, en disant, eh bien, finalement, c'est grâce à la photographie si les tableaux de Paul Delaroche sont beaux. Pourquoi ? Parce que les tableaux de Paul Delaroche, en photographie noir et blanc à l'époque, monochrome, hein, en photographie monochrome, ces tableaux, on a enlevé ce qui était superflu. Par exemple, les détails en excès. Donc on fait apparaître beaucoup plus lisse les formes du tableau. On accentue les contrastes. La photographie, surtout à cette époque, on est dans les années 1850, elle est déjà très développée. Hein. Technologiquement, je ne m'attarde pas sur cette question, mais l'aspect technologique de la photographie est extrêmement développé dès les années 1850. Mais malgré tout, on maîtrise mal, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui la dynamique en photographie, c'est-à-dire les écarts de luminosité entre les plus basses lumières, c'est-à-dire les ombres maximales, et les plus hautes lumières, parce que ce contraste, on ne sait pas le maîtriser encore à l'époque. Or, les photographes disent, mais dans le fond, on ne sait peut-être pas le maîtriser, mais c'est un moyen de valoriser les peintures. On va faire apparaître des peintures médiocres comme étant de belles peintures. Et Théophile Gautier va même plus loin, il dit, dans le fond, aujourd'hui, la photographie, elle rivalise avec la gravure. Parce qu'il y a un art majeur au XIXe siècle, un art graphique majeur, bien sûr la peinture, mais la gravure. Jusqu'à présent, on reproduisait les œuvres par la gravure traditionnelle. Les artistes avaient eux-mêmes dans leurs ateliers des graveurs, par exemple c'est le cas de Rubens ou de Rembrandt. L'atelier de Rembrandt comprend des graveurs professionnels qui reproduisent ses œuvres. Et ils vendaient leurs œuvres par la gravure. Mais à partir donc de la photographie, et surtout de la gravure héliographique, qui est inventée dans les années 1860, je vais retrouver ça, oui, les années 1860, donc Charles Nègre, par exemple, est un théoricien de la gravure et praticien de la gravure. Il dit dans un petit traité que j'ai fait publier par la BNF, avant il n'était pas accessible, donc je l'ai demandé pour moi et ensuite il est accessible maintenant. Il explique que grâce à la photogravure, désormais les œuvres d'art sont à la portée de tout le monde et en plus on est capable de les reproduire à la perfection. Alors il imaginait que c'était la perfection, enfin on est dans les années 1860 hein. Déjà, mais c'est déjà pas mal. Alors voilà ce que dit par exemple Théophile Gautier. Je vais juste un tout petit passage de l'article de Théophile Gautier à propos du peintre médiocre, Paul Delaroche, médiocre, hélas, médiocre. Donc il dit, lorsqu'il s'agit de peinture, la photographie, malgré les sentiments bourgeois qu'on lui suppose, parce qu'il faut voir qu'il y a aussi une querelle là. On dit la photographie elle est réaliste, donc elle est bourgeoise. Bourgeoise, ça veut dire, bourgeoise ici, ça veut dire réaliste en fait. C'est-à-dire que l'esprit bourgeois, c'était à cette époque, hein, dans les années 1860, c'était vouloir reproduire les choses avec le maximum de réalisme. Donc, la photographie, dit-il, se fait artiste et interprète, et c'est ça le mot intéressant de Théophile Gautier, elle interprète à sa manière la toile exposée devant son objectif. Elle s'est sacrifiée, etc., sous une teinte sombre, les détails inutiles aux trop voyants. C'est ce qu'on appelle la théorie du sacrifice. C'est-à-dire qu'en peinture, on exposait, par exemple, Delacroix explique qu'il ne faut pas tout rendre. Il ne faut pas rendre les moindres détails. Le problème du peintre, c'est pas d'être hyper réaliste comme à la Renaissance. Vous voyez ? Donc, il faut savoir sacrifier les choses. Les détails trop excessifs, on les supprime. Or, qu'est-ce que fait la photo, dit Théophile Gautier ?
Et justement, elle réalise cette théorie picturale que développe Delacroix, elle le fait naturellement. Alors c'est une merveille, puisque la photographie va rendre très beau des tableaux médiocres, eh bien, allons-y, reproduisons par la photographie de médiocres tableaux ou les plus beaux. Mais enfin, les plus beaux, c'est un problème, parce que reproduire un tableau de grande valeur à cette époque-là en photographie, c'était pas du tout évident. Alors, et il poursuit, dans ce petit article, enfin ce petit fascicule, il dit d'un tableau criard, elle fait souvent un dessin plein d'harmonie qui surprendrait l'auteur lui-même. Elle donne à de grandes toiles un peu vides, et là il parle des tableaux de Delaroche, justement, elle donne à de grandes toiles un peu vides un intérêt et un charme singulier, en rassemblant dans un petit espace des détails éparpillés. Alors évidemment, quand vous avez une photographie qui fait 40 cm par 30, on rassemble un tableau qui peut faire 1 mètre sur 2 mètres, par exemple, donc forcément on rassemble, et en même temps on supprime des détails, on élimine des détails. Alors, je résume, avant de passer au XXe siècle, on a terminé pour le XIXe, parce qu'on n'en finirait plus, le XIXe c'est un champ immense de rapport entre la peinture et la photographie. Je vais donner juste l'essentiel, mais l'essentiel pour comprendre la suite en fait. On a donc pour résumer, deux points de vue, en somme, au XIXe. Le point de vue qui dit la photographie, c'est une exactitude mathématique implacable. C'est ce que dit par exemple le peintre Delacroix. Delacroix dit mais la photo, elle rend merveilleusement bien mathématiquement. Alors le nombre d'artistes et d'écrivains qui parlent comme ça, qui disent c'est une mathématique, sont très nombreux, très très nombreux. Ils disent on a enfin trouvé le moyen de remplacer la perspective traditionnelle par une mathématique automatique, une mathématique automatisée, mathématique de la machine, de mécanique, photomécanique. Et les autres qui disent eh bien ça peut être mathématique, la photographie c'est quand même bien parce que c'est poétique. Ça rend les tableaux meilleurs qu'ils sont, plus beaux, plus poétiques, et d'ailleurs pour la sculpture aussi. Je passe directement maintenant au XXe siècle. Au XXe siècle, il y a deux grands noms qui se sont... Il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais enfin, je n'en prends que deux, on est limité à 40 minutes. Donc, et Marc surveille de manière très... Il a l'œil sur la montre et il ne manquera pas de me couper dès qu'on atteindra 40 minutes, alors je suis un peu effrayé. Donc, dans les années 1930, donc, il y a un philosophe qui s'appelle Walter Benjamin, que vous connaissez probablement, qui écrit des textes sur la photographie. Il ne fait pas que ça d'ailleurs. Il a fini tragiquement poursuivi par les nazis, mais enfin bon, il a cru qu'il était poursuivi, et en fait pas, et il s'est suicidé. Enfin bon, c'est une fin tragique, absolument dramatique, mais en tout cas, il a écrit sur la photographie deux grands essais. Un essai de 1931 qui s'appelle Petite histoire de la photographie, 1931, et 1936 à 1939, parce qu'il y a trois versions qui se sont complétées, c'est la photographie à l'ère de sa reproductibilité technique. L'œuvre d'art plutôt à l'ère de sa reproductibilité technique. Reproduzierbarkeit en allemand. Alors, dans les années 30, donc, qu'est-ce que dit Benjamin ? Dans les années 1930, hein, on est passé du 19e au 20e. Il dit désormais l'art va être en tant que photographie. Il a très bien vu que le mouvement se précipitait. Ce qui s'est annoncé au 19e, il y avait déjà d'innombrables photographies d'œuvres d'art au 19e. Ça n'en a pas attendu. Le 20e, ça regorge. Et il dit, voilà ce qui se passe, c'est que désormais, les œuvres d'art vont être mises à proximité de nous, le public. Nous n'aurons plus besoin d'aller au musée, si ça continue, parce que les œuvres étant à proximité, c'est un thème qu'on trouve chez Heidegger, Zuhandenheit, le fait d'être à disposition. Et donc, si les œuvres d'art sont à proximité, elles perdent, dit-il, leur aura primitive. Qu'est-ce que c'est que l'aura primitive ? L'aura, c'est la valeur, ce qu'il appelle la valeur cultuelle de l'œuvre. Alors il faut bien se replacer dans le contexte. On est dans les années 30, et quand il pense aux œuvres d'art, Benjamin, alors c'est peut-être la limitation justement de sa pensée là, il voit les œuvres d'art comme étant des œuvres cultuelles. Les madones dans les églises, les tableaux dans les cathédrales, ou les tentures, ou les vitraux, etc. Elles ont bien une valeur culturelle. Ou même on peut remonter très loin, bien sûr, on peut remonter aux Égyptiens dans l'Antiquité, aux Grecs, aux Romains, pardon. Et
bien sûr qu'il y a une valeur culturelle. Et il dit, donc ces œuvres d'art, elles ont perdu toute valeur culturelle. Et aujourd'hui, avec la photographie, le sentiment de la rareté et de l'unicité disparaît. L'aura s'en va. Nous n'avons plus de sentiment de rareté parce que, désormais, dit-il, la voie d'accès la plus intime à l'œuvre d'art, c'est la photographie. Elle nous met dans la proximité, la photographie, des œuvres d'art. De jour en jour, dit-il, s'affirme de plus en plus impérieusement le besoin de posséder l'objet. Là, je cite un passage de la petite histoire de la photographie, le texte de 1931, que vous pouvez trouver partout. De jour en jour, s'affirme plus impérieusement le besoin de posséder l'objet d'aussi près que possible dans l'image, ou plutôt dans la reproduction. Il était donc très clairvoyant. Et en particulier, ce qu'on peut dire, j'annonce déjà ce qui va suivre, mais je ne sais plus de combien de temps il me reste. Ça va ? Donc, parce que quelquefois on écourte un peu pour tenir dans le temps. Ça va encore. Donc, ce qu'il a vu, et qui se réalise aujourd'hui de manière, il a vu de manière prophétique, et qui se réalise alors de manière encore plus emblématique, c'est la reproduction des œuvres d'art en 3D. Aujourd'hui, on fait des expositions d'œuvres d'art, mais j'y reviendrai plus tard parce que j'ai prévu ça dans le cursus. Mais vous avez la possibilité d'avoir l'œuvre en reproduction à l'identique, mais vraiment en 3D, même une peinture. Enfin, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc ça, c'est des clones numériques, ce qu'on appelle des clones numériques, le clonage de la peinture, de la sculpture, etc. Et les experts s'y tromperaient s'ils n'effectuaient pas des analyses de pigments. Parce que vu à une certaine distance, on ne distingue pas. D'ailleurs, on a déjà fait des expositions de Van Gogh, de Gauguin, etc., comme ça, sous forme de clones, dans plusieurs endroits dans le monde à la fois. Et ça, c'est vraiment posséder l'œuvre dans la proximité aussi. Bon, laissons tomber cette question, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Un deuxième grand nom du XXe siècle, c'est André Malraux. Pourquoi André Malraux ? Parce qu'il a valorisé la reproduction photomécanique. André Malraux était d'ailleurs lui-même, dans sa première jeunesse, éditeur d'ouvrages d'art. Et André Malraux, donc c'est 1901-1976, dans le musée imaginaire, il fait le constat suivant. Alors, le musée imaginaire, c'est 1947 pour la première édition, ça fait partie des Voix du silence. Puis ensuite, c'est intégré en 1951 dans les Voix du silence, un ouvrage majeur d'André Malraux. Donc historien amateur de l'art, c'est pas un historien professionnel, mais enfin il est excellent malgré tout, de ce point de vue-là. Il dit « L'histoire de l'art, désormais, est devenue l'histoire de ce qui est photographiable ». Vous trouvez ça dans le musée imaginaire, l'œuvre phare d'André Malraux. L'histoire de l'art, je répète, est l'histoire, désormais, de ce qui est photographiable. Et il renchérit cette proposition à longueur de pages et de photographies d'œuvres, etc., en expliquant que aujourd'hui, il n'y a aucun historien de l'art sérieux qui peut dire qu'il ne fait pas de l'histoire de l'art à partir des photographies en grande partie. Ne serait-ce que parce que les œuvres d'art sont réparties dans le monde entier et qu'on n'a ni le temps, ni le loisir, ni quelquefois les moyens aussi de voyager en permanence dans le monde entier pour aller voir toutes ces œuvres d'art, y compris des œuvres d'art mineures, qu'on considère comme mineures. Parce que désormais, il n'y a plus de hiérarchie. Ce que montre André Malraux, c'est que nous n'avons plus de classement des œuvres d'art en œuvres majeures et en œuvres mineures. Il n'y a que des œuvres, finalement, à égalité. Pratiquement, elles sont toutes à égalité. Et pourquoi ? Parce que la bibliothèque universelle des images d'art, désormais, passe par la reproduction photomécanique, et qu'on bénéficie en plus de la possibilité de reproduire des œuvres d'art à partir de leur impression tramée, c'est-à-dire à partir des livres. Dans un livre d'art, on peut détramer, ça peut se faire même avec un logiciel de détramage, je le fais moi-même, on peut détramer une œuvre reproduite dans un catalogue et faire en sorte qu'elle ressemble, qu'elle soit exactement comme si c'était l'œuvre en négatif qu'on a au départ. À l'époque de Malraux, on ne parle pas de photo numérique encore. Donc en négatif ou une diapo. Or, ça va multiplier donc le champ des photographies d'œuvres d'art. Et on en arrive à cette question avec Malraux. Que se produit-il depuis qu'on a autant de photographies d'œuvres d'art ? Eh bien, il se produit deux choses. Tout d'abord,
une individuation iconographique du détail. C'est-à-dire que l'histoire de l'art, désormais, par la photo, elle se fait de moins en moins par les œuvres globales. Elle se fait par les détails. Consultez tout simplement, allez regarder à la bibliothèque de ce beau centre culturel, allez regarder des ouvrages d'art et vous verrez que la majorité des photographies d'œuvres d'art sont des photographies de détail. Le sens du détail s'est avivé avec la photo. On a des fragments, on a fragmenté indéfiniment. Il y a un renversement de perspective même, explique Malraux, entre autres, mais vous allez voir qu'avec le numérique, c'est multiplié non seulement au centuple, mais au milluple. Je ne sais pas si on peut former ce néologisme. Donc, un renversement de perspective sur l'histoire de l'art. L'histoire de l'art ne peut plus se faire comme on la faisait avant, parce que les vues d'ensemble, c'est bien joli, mais enfin, c'est des vues à distance. Alors vous allez voir que c'est un anachronisme, en fait. Parce que ma problématique, c'est de vous montrer qu'il y a des anachronismes dans cette manière de faire. Mais on va y revenir. L'histoire de l'art, donc, se fait désormais de plus en plus par les détails et de moins en moins par les ensembles. Malraux écrit la chose suivante, toujours dans le musée imaginaire, le livre phare de Malraux, publié, republié des milliers de fois. L'esthétique classique allait du fragment à l'ensemble. La nôtre va souvent de l'ensemble au fragment. Et elle trouve, dit Malraux, dans la reproduction, un incomparable auxiliaire. Ce qui veut dire que, n'oublions pas, quand il parle de l'esthétique classique, il parle essentiellement de l'esthétique de la Renaissance, Malraux connaît bien l'esthétique de la Renaissance, et à la Renaissance, quelle est la problématique du tableau? C'est la représentation de vues d'ensemble. Il faut se situer à une certaine distance perspective, c'est ce qu'explique par exemple Alberti, ou Brunelleschi, ou Donatello, ou Piero della Francesca, etc., tous ces artistes de la Renaissance. Ils disent, mais un tableau bien construit, c'est un tableau qui se regarde à bonne distance, pas trop près, à bonne distance, de telle sorte que, à cette distance, on puisse voir l'ensemble de l'œuvre, qui doit sauter aux yeux. C'est un peu comme le Laocoon tout à l'heure, il faut voir le sens du groupe sculpté dans son ensemble et pas aller voir le détail. Il ne viendrait à l'idée de personne à la Renaissance de prendre une loupe, sauf l'auteur, sauf le peintre bien sûr, mais pour le spectateur, d'aller très près de l'œuvre. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que les œuvres n'étaient même pas faites souvent pour être vues vraiment dans les détails. Par exemple, les œuvres d'autel, dans les églises, dans les cathédrales, les édifices religieux, les œuvres sont souvent situées derrière l'autel. C'est même pas fait pour être vu. Enfin bon, je parlais de ça tout à l'heure, mais nous, on veut tout voir. Avec la photo, on veut tout voir. Tout, le détail. On peut agrandir. Alors, que dit aussi Malraux? Il dit, on est dans une époque fragmentiste. On fragmente sans arrêt. Par la photo, on a l'habitude de fragmenter, de tout fragmenter. On fait de la macrophoto aussi. D'ailleurs, le laboratoire des musées de France, le premier laboratoire des musées de France, en 1947, dont la direction a été confiée à Madeleine Ours, qui était une historienne de l'art célèbre du temps de Gaulle. De Gaulle lui a confié donc la mission de créer un laboratoire dans lequel on pourrait étudier les œuvres d'art par la photo, mais pas que la photo d'ensemble, la photo au rayon X, la photo au moyen des échographies, la photo au moyen des rayons ultraviolets, la photo par la macrophoto surtout, agrandir quand vous avez un détail d'1 cm² qui remplit tout un écran, et bien là vous pouvez voir le fin du fin. Or ça c'est une espèce d'obsession, si vous voulez, qui naît avec la photo. Avant, on ne se posait pas cette question. Il y a d'autre part, dit Malraux, dans la photographie de sculpture, le noir et blanc. Le noir et blanc c'est fantastique, parce que le noir et blanc, il traduit en monochrome, donc, il traduit l'irréel, dit-il. Et c'est fait partie de ce que Malraux appelle la métamorphose. Alors la métamorphose, c'est très complexe, il y a plusieurs sens, mais le mot métamorphose, notamment, c'est l'accession du musée réel au musée de la photographie et de la photographie noir et blanc. Et quand vous photographiez en noir et blanc une sculpture ou une peinture, eh bien vous révélez quelque chose qui ne se révèle même pas quand il est en couleur.
J'ai écrit là-dessus des articles justement dans le livre des musées de France, enfin dans le cahier des musées de France, la revue des musées de France, où j'avais montré qu'en prenant certaines photos en couleur, en noir et blanc, on les comprenait beaucoup mieux qu'en couleur. Et alors certains ne sont pas d'accord là-dessus, mais bon, l'un n'empêche pas l'autre. Donc c'est le musée de l'irréel, dit Malraux. La photo noir et blanc de la sculpture mondiale nous introduit dans le musée de l'irréel, ce qu'il appelle l'irréel esthétique. Alors les photos en couleur, bien sûr, elles sont toujours, dit Malraux, utiles pour comprendre les tableaux, les enluminures, etc. Mais que se passe-t-il en plus? Et c'est là qu'on en vient à la première... Voilà. Bon, alors j'ai simplement scanné, évidemment, je ne suis pas bon, je n'ai pas cherché trop à rendre un détail, mais avec un de mes scanners, j'ai scanné donc ça. Vous avez ça c'est tiré extrait du musée imaginaire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, donc en haut, le Saint-Jean-Baptiste de la cathédrale de Reims. Le Saint-Jean-Baptiste, en grand. Enfin en grand, c'est l'inverse, ça va être en petit, mais on le voit en entier. Et voilà Saint-Jean-Baptiste à droite, et Malraux avait un sens, il regardait lui-même comment, dans la première édition du musée imaginaire, il regardait lui-même comment on pourrait découper les photos. Il a fait tout un bidouillage, tout une découpage des photographies pour expliquer comment on devait les représenter, les présenter tout simplement dans le livre. Et il avait un malin génie, il a mis un malin génie à juxtaposer, par exemple, ici, le Saint-Jean-Baptiste de la cathédrale de Reims, en entier, tout petit. Et là, qu'est-ce que vous avez? Un superbe portrait. L'inversion d'échelle, vous avez un phénomène typique d'inversion des échelles. Et ce phénomène typique d'inversion des échelles conduit à donner, disons, à ce qui est secondaire dans une œuvre, ou qui peut paraître secondaire, une importance énorme. D'une sculpture, vous faites un très beau portrait. Et le portrait est beaucoup plus grand sur la page de présentation que l'est l'œuvre dans son ensemble. Il y a donc, dit-il, un agrandissement à travers la photo qui donne aux sceaux, aux monnaies, les sceaux comme ça, aux monnaies, à tout ce qui est petit dans le fond, le petit artisanat, qui donne à ces petites œuvres une importance gigantesque, comme si c'était des œuvres majeures. La photographie, en agrandissant, quand vous avez, par exemple dans l'œuvre précédente, vous avez un fragment du visage de Saint-Jean-Baptiste, d'un des portails de la cathédrale de Reims. Quand vous regardez ce portrait, finalement, ça pourrait très bien être une œuvre à part entière. De même, alors, ici, on a, toujours dans le musée imaginaire, la Joconde de Léonard de Vinci, bien entendu, qu'on reconnaît sur la droite, et sur la gauche, un portrait d'un disciple de Léonard de Vinci, Luini, et ce disciple, donc, peint à peu près comme Léonard de Vinci, parce qu'il a été dans l'atelier de Léonard de Vinci. Et ce que montre Malraux, c'est qu'en fragmentant les deux portraits, on peut trouver des ressemblances, et des différences bien entendu, mais des ressemblances entre Léonard de Vinci et son disciple. Et ça, il n'y a que la photographie qui puisse vraiment nous le montrer. Parce que si on prend les œuvres séparément, et dans leur entier, peut-être que ça sera beaucoup moins évident. C'est-à-dire que la photographie nous conduit à des raisonnements démonstratifs, elle veut nous montrer des choses qui peut-être n'existent pas. C'est tout le côté fictif. C'est ce que Malraux appelle les arts fictifs. Et vous trouvez l'expression de Malraux dans le musée imaginaire. Il dit on est entré dans l'ère des arts fictifs. Les arts, désormais, c'est l'art de la photographie, comme je le disais. Il dit il n'y a que ce qui est photographiable qui devient réellement de l'art. D'autre part, alors ça fait partie de ce qu'il appelle la métamorphose esthétique. Il y a une intime proximité visuelle, une intime perception qui est exacerbée par l'affichage en très haute définition. Et je voudrais ici évoquer quelqu'un de très grand auquel je voudrais rendre hommage, qui est décédé en 2003 plutôt, c'est Daniel Arras, qui est pour moi vraiment essentiel dans la philosophie et la théorie du regard porté sur l'art. Daniel Arras, qui est parti beaucoup trop tôt, et qui a, dans son livre sur le détail,
notamment, et dans d'autres livres, sur l'histoire de peinture, sur livres sur Vermeer, etc., Daniel Arras qui dit qu'aujourd'hui, il dit un peu ce que dit Malraux. Alors c'est curieux parce que Daniel Arras ne cite jamais Malraux. Je ne comprends pas pourquoi. Alors qu'en historien de l'art, il devait connaître Malraux, c'est évident. Il cite jamais Malraux, ou alors ça m'a échappé, mais je ne sais pas, j'avais connu à peu près tous les textes d'Arras. Et il dit, on a désormais deux histoires de l'art. Deux. Il y a une histoire de l'art en gros plan, en plans généraux plutôt, et il y a une histoire de l'art en plans rapprochés. Alors, c'est ce qu'il appelle l'histoire par le détail, dettaglio en italien, c'est-à-dire l'histoire de l'art par la découpe. Dettaglio en italien signifie la découpe, le fait de trancher, de tailler, de sectionner. C'est cette histoire de l'art par le détail qui est en train de renouveler l'histoire de l'art, dit Daniel Arras. C'est pourquoi c'est génial, son livre sur le détail, je vous le conseille vraiment, parce que c'est une mine d'informations, mais en même temps c'est bien écrit, c'est poétique, et enfin un petit peu. Et donc, il fait vraiment la distinction entre l'histoire de l'art vue de loin et l'histoire de l'art vue de près. Mais ça change tout. Malraux avait bien compris, lui aussi, avant Daniel Arras, qu'il y avait une nouvelle histoire de l'art qui naissait. Mais Arras, lui, fait de la photo. C'est différent de Malraux. Malraux, lui, il découpe des photos, il fait faire des photos, tandis que, oui, il les faisait pas. On le voit d'ailleurs dans des ouvrages où il découpe des photos, il les assemble, enfin, il a fait des bidouillages innommables. C'est ce qui a fait dire à Régis Debray, dans son livre justement sur l'image, je ne sais plus comment c'est, Vie et mort d'image de Régis Debray. Il dit, mais dans le fond, Malraux, c'était un découpeur de photographies, et il a bidouillé des photographies. Mais Daniel Arras, lui, quand il passe dans les musées, il photographie des détails, etc. Et après, il en tire tout un enseignement, quand il fait ses cours d'histoire de l'art, il dit, mais ça m'a appris à regarder. Parce que l'inversion des échelles de grandeur, les zooms vidéo en cascade, la numérisation à laquelle on va venir maintenant, produisent des effets d'autonomisation des détails, comme là, par exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai après? Alors oui, on va venir, ça c'est tout à fait différent, on n'est pas tout à fait à la même époque. Maintenant, venons-en carrément à notre époque, c'est-à-dire les 30 dernières années. Le musée imaginaire digital, c'est-à-dire la photographie numérique et la vidéo numérique. On ne peut pas tout développer, bien entendu, il faudrait voir aussi ce que le cinéma apporte. Malraux en parle, beaucoup en parlent, mais bon, c'est un petit peu long. Restons-en, disons, aux questions du fragment, du détail, etc. Désormais, qu'est-ce qui se produit avec la photographie numérique? Tous les grands sites d'art, tous les grands musées internationaux, au premier rang, le Louvre, on avait du retard à une époque, maintenant on l'a rattrapé, présentent des œuvres d'art en très très haute définition. Vous cliquez sur une partie de l'œuvre, et cette partie de l'œuvre, en grand format, vous l'avez en plein écran. Et vous voyez des détails que vous ne voyez même pas quand vous êtes devant le tableau. D'autre part, soulignons pour une fois que Google, qui n'a pas que des qualités, mais bon, là on ne peut pas trop s'en plaindre, ils ont entrepris une vaste numérisation mondiale, non seulement des livres, des bibliothèques. Alors jusqu'à présent, ça n'a pas posé de problème de droit d'auteur ni rien du tout, bon, je dis que ça n'en pose pas, mais ils ont numérisé une quantité considérable et continue d'œuvres peintes, sculptées, des céramiques, enfin un peu de tout, en très haute définition. Et notamment, vous avez ici une œuvre de Seurat, c'est-à-dire d'un peintre néo-impressionniste. Alors, est-ce qu'on peut agrandir ça? Oui, ça doit être possible, on est en plein écran. Oh, ça ne change pas grand-chose. Donc, une œuvre de Seurat qui est une œuvre pointilliste et divisionniste, c'est-à-dire que Seurat, comme tous les néo-impressionnistes, la doctrine est expliquée également, exposée par Paul Signac, qui est également un néo-impressionniste, un peu plus jeune que Seurat. Il s'agit d'une part de diviser les tons en toutes petites touches complémentaires, donc des primaires et des complémentaires, et par ce divisionnisme, il s'agit de quoi faire? Il s'agit de rendre, à une certaine distance, la continuité des tons. Il ne faut pas qu'on voit les petites touches, voyez, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Si on s'approche avec une loupe, eh ben on perd tout. Et on a une impression d'inachevé.
C'est ce que d'ailleurs Daniel Arras souligne dans ses textes, et d'ailleurs Malraux un petit peu, mais enfin un peu moins, c'est que lorsqu'on s'approche d'une œuvre d'art trop près et qu'on l'agrandit, on a l'impression que l'œuvre est mal finie. Vous voyez le détail, j'ai l'impression que c'est du non finito, comme on dit en italien. Donc c'est du non fini, c'est mal fait. Alors c'est la photo qui nous donne l'impression que c'est mal fait. Or là, avec cette œuvre, vous avez une vision, donc très à une certaine distance. Là, bon, évidemment, il y a de la lumière, donc on ne voit pas très bien, peu importe. Une vision qui est, attendez, on va voir ça, qui est globalement continue, homogène. Alors regardez bien ici, vous voyez, je passe la petite flèche là, sur la petite fille que la dame tient à la main. N'oubliez pas que cette œuvre, elle est sur le Google Art Project, l'Institut culturel Google. Vous pouvez consulter avec un ordinateur quand même pas trop faible. Parce que pour ouvrir des images en milliards de pixels, des milliards de pixels, celle-ci, elle est en plusieurs milliards de pixels. Voilà par exemple ce que l'on peut voir ici. Eh bien ça, pour le retrouver, vous ne pouvez pas savoir. C'est moi qui ai agrandi juste cette petite partie et qui l'ai sélectionnée avec un scanner assez puissant. C'est l'œil de la petite fille, enfin une partie de l'œil droit de la petite fille qu'on avait là, qu'on avait ici. Et là, c'est une partie de l'ombrelle qu'on avait ici même, la personne qui est assise à terre avec cette ombrelle. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ça? C'est parce que quand vous agrandissez, par exemple là, vous avez un rapport d'agrandissement de moins 1 pour 500. C'est-à-dire que c'est un petit détail du tableau qui doit faire 1 cm². 1 cm², ça occupe tout l'écran. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un anachronisme? Et ça, c'est le problème, c'était l'objet de mes deux mails, même sur le problème des anachronismes, c'est que c'est pas fait du tout pour être vu comme ça. Mais Google et les photographes d'œuvres d'art nous le présentent comme ça, et nous forcent presque. Ils nous disent, il y avait même de la pub, à une époque pour les CD-ROM d'art. On disait, achetez ce CD-ROM, vous entrerez dans les œuvres, vous naviguerez dans les œuvres, dans un monde, dans un univers infini de détails. Le problème, c'est que voir l'œil ou l'ombrelle, la partie d'ombrelle, c'est pas fait du tout pour ça. De même que voir, comme le montre Malraux avant, les détails, c'était pas fait pour ça. Arras explique par exemple que souvent, comme je le disais, enfin je l'ai déjà dit, mais enfin moi je le répète un petit peu, parce que là c'est important, les œuvres, les peintures, elles étaient éclairées avec des lumières blafardes. C'était des peintures votives. Elles étaient faites pour la méditation religieuse, pour le regard religieux, si vous voulez. C'est pas fait pour éclairer tout. Alors maintenant on éclaire tout, on veut tout voir, le moindre détail. Donc c'est un anachronisme. Mais là c'est encore pire. Parce qu'à la rigueur, quand on photographie un tableau, pour voir bien les détails, quand on est historien de l'art, esthéticien, bon, après tout, pourquoi pas. Mais là, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on nous propose des visions d'œuvres d'art dans le moindre détail? Ça, c'est un argument publicitaire de Google, mais d'autres. Allez voir sur le site du Google Art Project, hein, on fait les loges, on dit, ben voilà, une œuvre en 1 milliard de pixels, 3 milliards de pixels, une œuvre qui fait 40 cm par 30, 3 milliards de pixels, et bien finalement, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Donc, on a un anachronisme. On a une vision multiscalaire des œuvres d'art. Il vous reste combien? 5 minutes à peu près. Alors on va aller plus vite, ça va être beaucoup plus. Donc on a une vision multiscalaire, c'est-à-dire à plusieurs échelles de grandeur. Et cette vision multiscalaire nous fait perdre le sens de l'original. L'original, bien sûr, vous allez me dire, on ne le connaît pas forcément. Celui-ci, il est à Chicago. Donc on n'est pas forcément allé au musée de Chicago pour le voir. D'accord, mais est-ce qu'il est bien utile d'exploiter un anachronisme alors que finalement l'œuvre dans son ensemble nous parle beaucoup plus? Un autre problème se pose, c'est celui de la couleur. Alors j'espère avoir le temps d'exposer tout ça, j'avais prévu beaucoup plus, mais on est un petit peu contraint par le temps. Le problème de la couleur, vous avez ici ce qu'on appelle la synthèse soustractive, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Synthèse soustractive. Les peintres, ça c'est un problème en numérique d'ailleurs aussi bien qu'en argentique. Les peintres utilisent des pigments, donc CMJN, cyan, magenta, jaune, les couleurs de base primaires, et les complémentaires qui sont les additions 2 à 2 de ces couleurs primaires, cyan, magenta, jaune. Ils travaillent ce qu'on appelle en couleur, pas bien rendu, mais enfin, sur l'écran c'est meilleur ici, en synthèse soustractive, c'est-à-dire que la lumière traverse le pigment,
et les couleurs soustraites laissent la place aux couleurs restantes, c'est-à-dire celles qu'on voit sur le tableau. Or, en photographie numérique et en vidéo, tout le problème de vidéo aussi se pose, il faut passer de ça, la synthèse soustractive, à ça, la synthèse additive. Or, il y a un gros problème parce que pour passer de la synthèse soustractive, ici, à la synthèse additive, il faut faire des équivalences, des standardisations chromatiques très très élaborées, on fait travailler mathématiquement les algorithmes pour aboutir à des équivalences en photographie numérique. Or là, on a aussi un problème, on va dire, d'anachronisme, parce qu'un artiste travaillant en synthèse soustractive, il ne travaille pas du tout comme à la télé. Ça, c'est pour les écrans de télé. Les écrans de télé ou d'anciens magnétoscopes ou les écrans de nos écrans d'ordinateur ou de smartphone ou de tablettes, sur lesquels d'ailleurs on peut avoir les œuvres d'art comme on veut. Alors, d'autre part, voilà ce qu'il faut faire. Vous voyez, vous avez ici un espace chromatique qui sert de référence. C'est l'espace maximal. Mais ce qu'il faut voir, c'est que notre œil, lui, lorsqu'on travaille en photo numérique, il voit à l'intérieur ce triangle. Alors que le champ des couleurs est beaucoup plus vaste. Or, lorsqu'on travaille dans certains domaines, dans ce qu'on appelle des espaces chromatiques, il faut faire la conversion pour qu'on ait au maximum les verts d'en haut, les ultraviolets ici, et le rouge qui touche quasi l'infrarouge ici. Donc, ce que fait un peintre, il faut le transcrire du point de vue technologique. C'est totalement, j'allais dire, c'est un artifice ce qui permet de rendre des œuvres d'art, oui, mais à condition d'accepter les algorithmes de standardisation. Nous voyons bien la même œuvre d'art, mais sous des avatars complètement différents. Alors, est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien? Bon, ni l'un ni l'autre, fait le constat, je pense que c'est plutôt un bien, parce que ça n'empêche pas d'aller voir des œuvres originales, mais il y a un processus donc, de calcul de la lumière, et regarder une œuvre d'art par translumination, comme on le fait là, sur un écran d'ordinateur, pas là parce que c'est par réflexion, mais sur un écran d'ordinateur, c'est pas normal non plus. À travers une tablette et un smartphone, quand vous regardez une œuvre qui brille, alors que normalement elle est plus mate, eh bien, il y a un petit problème. Alors on peut toujours jouer avec la lumière. Alors, je voudrais juste, pour terminer, là on en arrive à la fin, c'est encore bon. Là on va terminer, 5 minutes encore? Oui, ça va. Donc, je voudrais parler cette fois-ci des clones. Alors attendez, je regarde ce que j'ai là. Oui, ça c'est les problèmes de température de couleur en Kelvin. C'est-à-dire quelle est la température de couleur. Par exemple, vous avez la même œuvre, juste pour revenir là-dessus. Quand vous feuilletez un album d'histoire de l'art, vous constaterez que la même œuvre n'est jamais identique. Moi, j'ai fait des espèces de statistiques empiriques. Par exemple, la Joconde, alors pire encore, le tableau de Picasso Guernica, normalement, c'est plutôt dans les gris. Eh bien, vous l'avez dans les gris bruns, vous l'avez dans les gris verts, vous l'avez dans tout ce que vous voulez, dans les reproductions. Et en numérique, c'est pas mieux. C'est-à-dire, selon que votre écran est bien calibré ou mal calibré, il y a je voulais développer ça, mais enfin, on n'a peut-être pas bien le temps. Comment passer, par exemple, d'un tableau en lumière réfléchie standard, par exemple à 5000 degrés Kelvin ou 6000, qui est à peu près la lumière du jour à midi, bon, à un écran d'ordinateur qui lui est calibré à 6500, alors il faut recalibrer l'écran, puis ensuite une imprimante, il faut recalibrer l'écran. L'imprimante, c'est tout un travail très complexe. Le problème de la couleur, ou du noir et blanc d'ailleurs, est très complexe. Je termine avec autre chose, c'est des clones artistiques en 3D. Alors ça, c'est encore de la couleur. Alors là, qu'est-ce que c'est? Là, j'ai voulu montrer, c'est un dessin humoristique. Vous avez, j'ai trouvé sur Internet, j'ai cherché, puis j'ai fini par en trouver un. Vous voyez les gens qui sont devant des tableaux qui sont des QR codes. Vous savez, les QR codes que vous trouvez partout sur les boîtes de conserve, les boîtes de cornflakes, etc. Et alors, en fait, c'est la réalité. Vous pourrez voir, c'est presque la réalité. Dans les musées, vous avez des QR codes, comme sur les boîtes de conserve ou les produits de consommation courante. Et quand vous passez devant avec votre tablette numérique ou votre smartphone, ce qui est plus simple, eh bien, vous cliquez et ça vous raconte quelque chose, ou ça vous montre le tableau sous différents angles. C'est-à-dire que là, les gens, c'est humoristique, mais en fait, ils regardent les QR codes, ils cliquent sur le QR code, enfin, ils se branchent sur le QR code, et ils voient le tableau sur leur tablette. Et bien, on n'en est pas loin. C'est ce que dit Malraux, d'une certaine façon, c'est ce que disait Benjamin dans les années 30, c'est ce que dit Daniel Arras, et moi, et d'autres. Donc, on en arrive
si vous voulez, un cycle qui nous conduit à regarder les œuvres, à les appréhender, à les comprendre d'après leur numérisation. On n'est pas loin de ça, c'est déjà ça. Hein. C'est pas, vous passez dans une rue, par exemple, vous avez des panneaux, on vous dit, si vous voulez connaître le contenu du musée, ben vous cliquez avec votre appareil photo, vous scannez le QR code, et vous avez le contenu avec les tableaux, etc. Sans parler qu'avec les applications, ça aussi c'est anachronique, sur une tablette tactile, vous faites défiler les œuvres à la main, vous les agrandissez avec 2 doigts, etc. Donc là aussi, c'est pas naturel. C'est-à-dire l'œuvre n'est pas faite pour être manipulée à la main. Bon, il y a un transfert, si vous voulez, de la vision à la main, ce qui est assez curieux. Donc, autre chose, et on terminera peut-être là-dessus, je ne vais pas abuser sur l'oratrice qui attend avec impatience, et qui a eu la gentillesse de me laisser sa place. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est les œuvres fameux clones dont je vous parlais tout à l'heure. Regardez ici. On numérise, alors vous trouverez sur Internet même des vidéos qui expliquent ça. On a numérisé les œuvres de Van Gogh, notamment. Donc vous avez des caméras ultra perfectionnées, ultra précises, avec un éclairage standard. Vous voyez, cet éclairage, il est à 5500 degrés Kelvin ou 6000, je ne sais plus, mais ça se standardise mathématiquement, parfaitement. Et il est scanné en profondeur. De telle sorte qu'ensuite, alors on fait de multiples photos. Par exemple, pour un tableau d'1 mètre sur 50 cm, on fait au moins 200 photos, 300 photos. Et on les assemble. C'est un panoramique. Après, on a des photos en milliards de pixels. Mais on peut aussi avoir la reproduction du tableau. Ça prend des heures quand même pour faire le même tableau, le même Van Gogh, avec la même épaisseur. Les experts en histoire de l'art, eux ne s'y trompent pas parce qu'ils voient très bien quand ils s'approchent que c'est de la résine, c'est de la résine des polymères, quoi, des résines chimiques, ou ça peut être autre chose, hein, il y a des tas de matériaux. Mais on aboutit ensuite à ça, une œuvre en relief. Et les expositions se multiplient actuellement. C'est devenu la coqueluche des conservateurs de musées qui disent « mais nous aussi on veut nos œuvres en relief et on aimerait bien avoir l'œuvre de Van Gogh qui est dans tel musée et l'exposer chez nous ». Il n'y a plus de problème puisqu'on peut la reproduire à l'identique. Donc la même exposition peut être faite à différents endroits à la fois. Et pour en terminer, je dirais que cette dématérialisation de l'art, qui est extrême, elle conduit à une rematérialisation, en fait. Et c'est très bizarre, c'est qu'on part d'une dématérialisation algorithmique, au moyen des algorithmes mathématiques, pour aboutir à rematérialiser l'œuvre, qui est une véritable abstraction. Donc on a fait le tour de la boucle, si vous voulez, on a bouclé la boucle d'une œuvre qui était physiquement appréhensible sur les cimaises des musées, à une œuvre qui est désormais appréhensible tous les jours, partout en même temps, et des centaines de fois en même temps, pourquoi pas, puisque la même œuvre, à l'identique, est reproductible, à la couleur près. Les couleurs sont étudiées, c'est pas des... Quand vous reproduisez l'œuvre de Van Gogh ou autre, quand vous comparez la couleur de l'original et la couleur de la reproduction, c'est mathématiquement standardisé. Bien sûr, ça suppose d'accepter la standardisation du calibrage, etc., des couleurs, mais c'est la même chose dans un musée. Dans le fond, quand on va dans un musée avec des lumières blafardes, on voit le tableau sous certaines lumières et certaines couleurs. Donc on ne peut pas reprocher à ces procédés technologiques d'affaiblir ou de trahir. Il n'y a pas de trahison, c'est la même œuvre, à condition d'accepter la standardisation et la dématérialisation donc, des œuvres en fichiers numériques. Bon, il y a des avantages et des inconvénients. Ça. Voilà, bon, je voulais simplement vous montrer qu'on a fait une boucle depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. Je suis allé peut-être un peu vite, j'en suis vraiment désolé. Je voulais insister sur d'autres aspects, mais bon... voilà. Il y a beaucoup de questions, oui. Il y en a énormément, là, oui. Oui. Mais là je n'ai présenté que l'essentiel du problème, quoi, parce qu'il faudrait des heures et des heures. Philosophiquement, il en faudrait beaucoup. Déjà, vous avez dit quelque chose de très important. Évidemment, à vous, je ne vais rien vous apprendre. Vous avez dit à un moment, pour admirer une œuvre, il faut être à bonne distance. Et c'est tout à fait important, parce que quand vous dites la photo reproduit à l'identique, j'ai envie de dire au second degré. Au second degré. Parce que, mettons, on est dans un musée. Il y a le tableau de la Joconde à 1,20 m sur le mur. Une personne qui va mesurer 2 mètres va le voir depuis au-dessus. Ce qui fait qu'il va y avoir un effet plongeant, où il va avoir un front énorme et un tout petit menton.
Le petit garçon qui fait 80 cm à côté, il va le voir depuis en bas. Donc lui, il va avoir quoi? Un gros menton et un tout petit front. Tout à fait. Et il y avait un exemple tout bête, hein, justement, avec la Joconde, pour ceux qui ont une photocopieuse. Hein. Vous la pliez sur l'alignement du visage au niveau du nez, et vous faites un petit V. Et ensuite, vous inclinez la feuille. Vous allez voir que tout d'un coup, elle rigole, et tout d'un coup, elle boude. Et ben, c'est l'effet de profondeur. Oui, justement. Alors, ce que vous dites là, c'est vraiment extrêmement intéressant. Je vais dire pourquoi. Vous savez que ce que vous dites là, l'effet de la feuille de papier eh bien ça, c'est effet en numérique maintenant. On a des œuvres qui bougent selon la profondeur. Voilà, selon que vous êtes situé plus à gauche, plus à droite, de face, en plongée, en contre-plongée, etc. Vous voyez par exemple la Joconde qui s'anime. Alors ça a été fait pour, je ne sais pas si ça a été fait pour la Joconde, mais ça a été fait pour d'autres œuvres. Mais si, ça a été fait pour la Joconde. Alors ça, c'est fabuleux parce que par le numérique, on veut reproduire en réalité les effets perceptifs naturels. Donc, et j'ai envie de dire, surtout pour clôturer, que c'est vrai que la photo reproduit ce qu'elle voit, mais il ne faut surtout pas oublier que si par exemple, un tableau, il a ses fréquences lumineuses, comme le Van Gogh, on voit le jaune des fleurs, on voit tout ce qu'il y a là, et encore c'est un projecteur. Si on prenait ce tableau à la réalité, j'ai envie de dire, sous un soleil levant et sous un soleil couchant, déjà le tableau changerait. Bien sûr. Si on l'éclaire avec des diodes ou des luminaires qui n'ont pas tout le spectre lumineux, certaines couleurs dans le tableau vont disparaître. Bien sûr. Donc, quand vous disiez pour Paul que c'est Paul Delaroche. Paul Delaroche, mais lui, Paul Delaroche, il a été peint. C'est pas évident. Mais on est en 1860 pour Paul Delaroche. Donc, il croyait à l'époque, mais il croyait que c'était une reproduction mathématiquement fiable. C'est vrai pour les perspectives et autres, mathématiquement, il y a des algorithmes, mais c'est pas du tout objectif. En fait, c'est vrai, ce que croyaient les gens du 19e siècle, c'est un peu vrai et un peu faux à la fois. Et d'autre part, alors ce qui est vraiment intéressant, ce que vous avez dit aussi là, à la fin, lorsque vous observez un tableau sous différentes lumières, ce que je disais tout à l'heure, il varie en permanence. Donc à la limite, on ne peut pas reprocher au numérique de faire ce que fait la lumière naturelle. Tout à fait. Alors, on en vient à l'idée, mais c'est l'idée d'ailleurs que les artistes actuels développent. J'ai des amis artistes qui sont dans cette perspective, qui disent, mais finalement, moi je produis un prototype pour des avatars différents. Mais l'anachronisme, il n'est pas dans le fait que des artistes aujourd'hui créent des algorithmes numériques pour produire des avatars. Il est dans le fait que nous considérons que les œuvres dans les musées ne sont que des prototypes pour des avatars numériques. C'est ça qui est anachronique. Alors qu'à la base, on a une œuvre unique. Évidemment, elle sera vue sous différents angles, etc. Mais on a une œuvre unique. Alors que là, cette idée, c'est que l'œuvre, y compris avec la 3D, l'impression 3D, ça je trouve ça fascinant, l'impression 3D nous dit que l'œuvre, elle peut être répliquée 1000 fois, 10 000 fois à l'identique, et là on peut le faire à l'identique, numériquement. On peut vraiment le faire à l'identique. C'est ce que vous disiez, par exemple, un scanner, c'est-à-dire que quand vous faites la feuille à plat, là c'est réellement une reproduction, j'ai envie de dire, quasi à l'identique. Puisqu'il n'y a pas d'effet de profondeur, il n'y a rien du tout. Parce que même si nous, on se rapproche d'un tableau, on va voir le centre très gros, et tout ce qui sera sur les extrémités, on ne le verra pas, très peu, puisqu'il sera tout petit. Et j'ai envie de dire que... Il faudrait à plat, absolument. Voilà. Alors ce qu'on fait en numérique d'ailleurs, puisque vous voyez par exemple là, le tableau il est numérisé millième de millimètre par millième de millimètre. Et donc c'est un balayage très régulier. Il n'y a rien qui soit dans l'ombre, il n'y a pas de vignettage comme on dit en photo, tout est parfaitement plat. Mais l'intérêt c'est que là on a le relief avec... Ça prend les mesures du relief du tableau. La profondeur. Non, la peinture, le relief de la peinture. C'est le relief de la peinture. Quand vous touchez... Voilà, elle est en surcouche. Et ce qui est intéressant là avec la 3D, c'est que le relief, vous pouvez le toucher. Oui, c'est pas faux. C'est ça, mais c'est ça. Mais vous avez le relief du tableau, l'identique. Quand vous touchez un tableau, vous regardez, il y a la couche de peinture. Vous l'avez. Il va repasser sur le bleu de la fleur, sur le bleu du vase, il va remettre du jaune par-dessus, après un peu de rouge pour l'autre fleur. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la matière. Non, ce que je veux dire, c'est plus loin, c'est que la matière elle-même est en relief du tableau. Vous avez par exemple, même si vous avez un dixième de millimètre en relief de peinture, par exemple, là vous l'avez en relief. Il y aura plus de profondeur au niveau couleur. Mais il y a la profondeur physique, je veux dire. Physique.
Et la profondeur physique, là. Là, c'est vraiment des dixièmes de millimètres. Oui, des dixièmes. Pas la profondeur. Non, c'est pas la profondeur perspective dont je voulais parler. Il y avait une petite confusion entre nous, là. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez, quand vous touchez le tableau, par exemple, vous touchez un tableau, et c'est rugueux, enfin, la plupart du temps, et bien là, c'est pareil. Parce que vous avez les mêmes dénivellations. C'est pas qu'une simple couche d'encre. Voilà. Et on l'a en numérique. Mais ça, on arrive à des techniques aujourd'hui phénoménales. Ah oui. Alors qu'avant, avec la photo, c'était aplani. Avec la photo traditionnelle, c'était plan. On pouvait avoir d'idées de profondeur, mais je veux dire, on n'avait pas le relief. Une photo, c'est plan. Alors que là, vous avez vraiment dans ces reproductions de tableaux des reliefs, des vrais reliefs identiques. Oui, pardon. Allez-y, on clôture là-dessus. Oui, je pensais au réseau social Instagram. Ah oui, Instagram. Et Instagram, en fait, je sais qu'il y a des peintres qui prennent leur œuvre, enfin l'ébauche de leur œuvre en photo, et puis avec tous les filtres possibles et imaginables, enfin, qui progressent dans leur propre création grâce à... on peut dire que c'est peut-être une imposture ou une usurpation, ou que c'est peut-être une voie de facilité, mais voilà, qui procèdent à différents essais selon les filtres avec plus ou moins de contraste, etc., et qui avancent dans leur propre œuvre peinte. Et oui, parce que Instagram, entre autres, mais vous avez par exemple Tumblr, je ne sais pas si vous connaissez Tumblr, moi je suis abonné à Tumblr pour les œuvres d'art. Mais c'est fantastique. Alors il y a des artistes, mais sur Instagram, oui, effectivement, c'est différent de Tumblr, c'est qu'il y a des artistes qui font des essais. Alors ils proposent de multiples avatars de l'œuvre avec des filtres, avec des transformations algorithmiques, et c'est un peu l'idée de la série, sauf que là, la série, c'est la série pour la série, et il n'y a pas d'unicité. Lorsqu'un Monet, par exemple, peignait les meubles, les cathédrales, etc., chaque œuvre était unique. Maintenant, dans la série, c'est la série pour produire autre chose. On est vers un processus d'infinitisation. Et là, ça change complètement. Et ce que vous dites là, effectivement, c'est vraiment révélateur, parce que les artistes qui produisent à travers ces filtres des apparences différentes, eh bien, finalement, l'idée de l'œuvre achevée, elle est où là-dedans? Nulle part. On en vient à des œuvres qui sont des processus permanents. Mais c'est intéressant aussi, là, je trouve, dans le processus artistique de notre époque, de voir ces artistes qui... Finalement, ils jouent beaucoup avec toutes ces technologies qui n'arrêtent pas de se développer, de s'enrichir. Je trouve ça vraiment intéressant au plan artistique même. C'est presque un peu angoissant aussi pour l'artiste qui n'arrive jamais à terminer, encore moins. C'est pire que Cézanne qui n'arrivait jamais à mettre un terme à ses tableaux. Et là, finalement, ils ne veulent pas mettre. C'est comme si mettre un terme au processus, c'était déchoir, ou une tristesse, peut-être une profonde tristesse ressentie quand on a terminé avec le processus. Donc là, on n'a jamais terminé. Mais j'ai des amis artistes qui pensent, des gens comme ça, qui disent, moi je fais un prototype pour des reproductions à l'infini. Ma foi, bon, on en fait ce qu'on veut, il n'y a pas d'arrêt. Désolé. Madame, vous avez une question, je crois. Vous voulez poser une question? Je crois bien que vos parents voulaient poser une question. On se retrouve dans 5 minutes pétantes, 4h05.